Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce deuxième numéro de votre émission Face à nous. Voici succinctement la fiche biométrique de notre invité. Il s'agit bien sûr ce soir de recevoir M. Richard Moulomba Mombo, jeune Gabonais, politicien. Il a fourni pratiquement toutes ses armes dans l'opposition gabonaise parce qu'il revendique toujours son étiquette d'être l'héritier politique de Pierre Mamboundou. Il est donc âgé de 48 ans puisqu'il est né le 30 juin 1966 à Tchibanga dans la province de la Nyanga. Fonction, vous avez été militant à l'Union du peuple gabonais. Vous avez occupé les postes de secrétaire général parce que c'est le poste suprême. Vous êtes parti le 11 mars 2011. Vous avez démissionné de l'UPG pour créer le samedi 30 mars 2011, votre propre formation politique, l'ARENA, l'Alliance pour la Renaissance nationale. Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir à vous. Vous venez donc de suivre votre fiche biométrique. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez ajouter ou réajuster? Juste réajuster, avant de réajuster, vous remercier de l'honneur que vous me faites en me recevant ce soir. Je me souviens que la dernière fois que j'ai été ici date d'il y a 10 ans à peu près, et les mêmes modestes bureaux que je regarde n'ont pas tout à fait changé. Dieu merci, malgré, j'imagine, les différents coups que vous recevez. Je peux rectifier juste une petite chose, c'est que j'ai créé l'ARENA, l'Alliance pour la Renaissance nationale, le 30 juillet 2011 et non le 30 mars 2011. Mais tout le reste est tout à fait vrai. La précision valait donc son pesant d'or puisqu'on est là pour s'inscrire dans l'histoire. Vous êtes donc un jeune politicien, vous avez fait pratiquement toutes vos armes dans l'opposition. Succinctement, nous parler comment vous est née cette fibre vers la politique. Écoutez, merci. J'étais étudiant d'abord à l'USTM qui m'a envoyé à l'université de Dakar, l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Et en 1989, M. Pierre Mamboundou, le 14 juillet, faisait une déclaration en France, à Paris, dans laquelle il annonçait la création de l'Union du peuple gabonais. Et puis, il est envoyé en exil à Dakar. Et en 1990, je suis justement étudiant en licence de mathématiques à l'université Cheikh Anta Diop et je fais la connaissance de Pierre Mamboundou qui était un Gabonais qui arrivait au Sénégal et que nous avions admiré par les journaux et par les informations que nous recevions à l'époque. Et donc j'ai organisé un certain nombre d'étudiants. Nous sommes allés lui rendre visite une première fois. J'ai vu en cet homme quelqu'un qui avait besoin de parler avec les siens, les Gabonais, qui avait besoin d'être compris, écouté. Et je me suis dit, il faut que je sois son oreille et que je l'aide. Parce qu'il était, souvenez-vous, dans un hôtel, dans une chambre d'hôtel, et n'avait pas le droit de faire beaucoup de déplacements. Et donc, de ce premier contact, j'en suis arrivé à le fréquenter assez régulièrement jusqu'à ce que, rentré au Gabon, j'ai intégré naturellement l'Union du peuple gabonais. Voilà donc succinctement les débuts en politique. Vous entrez maintenant à l'UPG où vous allez gravir quand même les échelons jusqu'à être secrétaire général. Comment ça arrive lorsqu'on est jeune auprès de Pierre Mamboundou, charismatique, leader de l'opposition gabonaise? Je pense que la réussite a dans la vie, globalement pris, la réussite a un secret, c'est l'abnégation au travail. Et j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui a accepté de me mettre sous son aile, sous sa protection et surtout de me faire confiance. Il m'a confié des missions et je crois qu'il en est sorti satisfait. Il m'a observé et à un moment donné, il a pensé
à me gratifier de ces différentes responsabilités. Je pense que au-delà du mérite personnel, il y a eu ce degré de confiance qu'il a su m'accorder. Mais lorsque vous regardez dans le rétroviseur, est-ce que vous avez l'impression d'avoir accompli votre mission à cette période-là? Je pense que partout où je vais et dans tout ce que je fais, la sincérité et la qualité du travail sont mes credos. Et donc, oui, je crois avoir fait ce que j'avais la possibilité de faire, bien sûr, avec les moyens qui étaient à ma disposition, bien entendu, aux côtés du défunt président Pierre Mamboundou. Mais je crois avoir accompli une très bonne mission que je ne regrette nullement, d'autant que la maison UPG, à l'époque, hein, souvenez-vous, nous l'avons construite avec nos mains, sans appareil particulier. Chacun de nous apportait sa brique et c'est avec ça que nous avons su construire une maison qui, in fine, est devenue une grande maison. Et après la disparition du président leader charismatique, la maison est pratiquement en lambeaux, on va le dire, parce que chaque leader aujourd'hui revendique être l'héritier légitime de Pierre Mamboundou. Quel sentiment vous avez abattu un énorme travail pour la survie et de cette formation politique, l'UPG, aujourd'hui, que les gens sont en train de pratiquement revendiquer à tort et à cri, parfois même au prix, en allant en justice pour se faire entendre. Est-ce que ça vous réjouit? Est-ce que vous vous dites, voilà un travail que j'aurais bien fait de sauvegarder? Cette question est difficile, j'avoue. Mais non, un travail que j'aurais bien sauvegardé, je ne regrette pas d'être parti de l'UPG. J'ai fait 21 ans avec Pierre Mamboundou. Nous avons travaillé comme il fallait travailler, je pense. J'en suis sorti satisfait, sauf qu'à un moment donné, ça n'a plus marché comme je le souhaitais. Vous savez, en politique, il y a une chose qui renforce la relation, c'est la confiance, mais la confiance est aussi cette chose qui peut tuer une relation. Et à un moment donné, nous ne nous faisions plus tout à fait confiance et j'ai pensé qu'il fallait partir. Donc, je ne regrette pas d'être parti. Mais par contre, comme vous le dites, quand je regarde le rétroviseur, que je vois comment la maison est en train d'être détruite, j'ai simplement un sentiment de gâchis. Et j'espère, je souhaite que ceux qui sont restés, et puisque tous se réclament de la maison Pierre Mamboundou, j'espère qu'ils auront mis de côté les égos éventuels de chacun et qu'ils mettront en avant l'intérêt supérieur du parti et donc sauront s'élever pour mettre en avant cet héritage qui est le leur désormais et qu'ils ont intérêt à sauvegarder. Et vous étiez à l'UPG, un de vos plus proches collaborateurs, Claudio Ndembi, a été rappelé au-delà. Quelle réaction par rapport à cet homme que vous avez connu? C'est une lourde perte pour moi. C'était un frère, un ami de combat et même dans la vie ordinaire que je viens de perdre. C'est une très, très lourde perte. Ok, donc ces douloureux souvenirs et qui nous ont permis de repartir à l'UPG pour se plonger cette fois-ci à partir du 30 juillet 2011. Vous créez donc votre propre formation politique, l'ARENA. Et aujourd'hui, cette formation politique a donc 3 ans d'existence. Monsieur le Président, si on vous demandait de faire brièvement le bilan en 3 ans, qu'est-ce qui a été fait sur le terrain? Bon, en 3 ans, nous sortons satisfaits pour 2 ou 3 raisons. Il est certes vrai que nous n'avons pas beaucoup de moyens, et pas assez, d'ailleurs pas du tout, de moyens matériels et financiers pour notre action politique. Mais quand on voit les résultats de la première élection à laquelle nous avons pris part, hein, les dernières élections locales, nous en sortons satisfaits parce que grâce à une coalition que nous avons faite avec, dans le département de la Lutila, notamment avec le RNB
et l'UPG, nous avons pu obtenir un président de l'Assemblée départementale de la Lutila, puis le deuxième vice-président de l'Assemblée. Et nous avons eu, grâce à une coalition également avec le PDS de Maître Ndao à Moulengi-Binza, nous avons pu avoir quelques élus également là-bas, chose que beaucoup de partis qui existent depuis plusieurs années et qui ont d'ailleurs plus de moyens n'ont pas forcément réussi à réaliser. Et donc, nous en sortons très satisfaits, même si nous pensons que nous pourrions faire un peu plus, mais là, avec un peu plus de moyens. L'ARENA se veut donc un parti national, absolument, puisque c'est écrit. C'est l'ambition. C'est l'ambition. Mais 3 ans après, l'implantation de cette formation politique se situe à quel niveau? Que du point de vue de l'implantation, il y a beaucoup plus des manifestations dans la plupart des provinces, en particulier 7 sur 9. Mais le déplacement du président ne s'est pas encore fait dans ces différentes provinces pour les besoins du parti, j'entends. En dehors d'une ou deux provinces, la province de l'Ouest-Maritime et celle de la Nyanga, le président ne s'est pas déplacé pour les différentes installations politiques. Mais le temps est là et nous allons y remédier dans très bientôt. Vous n'avez pas assez de moyens matériels, moyens financiers, mais vous essayez quand même de vous faire entendre, quelle que soit la manière. Nous avons appris, vous me l'avez rappelé tout à l'heure, nous avons appris dans une école où nous n'avions pas de moyens, c'était l'UPG. À l'UPG, on a appris à travailler sans moyens. Et c'est cette méthode que j'essaie d'utiliser avec mes collaborateurs à l'ARENA. Et nous savons faire confiance à l'avenir et nous avons foi en l'avenir pour dire que chacun de vous viendra un jour, pourquoi pas, nous verser ces 100 francs et ce serait le bienvenu. Donc, non, nous mettons au travail en comptant sur l'avenir et ça donnera ses fruits, Inch'Allah, comme diraient les musulmans. Et je parlais donc de vous faire entendre à travers les conférences de presse, les déclarations, les points de presse que vous animez régulièrement. Patrice Serrano vous a suivi au cours de vos nombreuses sorties. Et qu'est-ce qu'on retient finalement qu'est-ce qu'on doit retenir de l'ARENA dans l'échiquier politique présent dans notre pays? C'est une question de fond. Et non, mais vous avez raison. C'est une question de fond. Et le jour que nous avons créé l'ARENA, nous avons dit que l'ARENA n'est pas un parti de plus. C'est un parti qui vient pour jouer sa partition. Pourquoi nous disons pas un parti de plus? Parce que tous les sons sont connus. Quel est le nouveau son que l'ARENA apporte qui fasse la différence entre lui et les autres? Notre observation et notre lecture de la vie politique dans notre pays est la suivante. Il y a un pouvoir qui dirige depuis Omar Bongo jusqu'à Ali Bongo aujourd'hui, mais nous constatons que ce pouvoir est assis sur un système. Et nous appelons ce système le système Omar Bongo, qui a été construit autour de lui dès le 12 mars 1968. On a donc assis un système qui, si l'on constate bien, choisit son président naturellement, à l'intérieur. Et nous disons ceci, que ce système, tout comme le pouvoir qui est assis sur le système, qui n'en est qu'une pièce, ce système est le vrai mal gabonais. Parce que c'est ce système qui a avili le Gabon, c'est ce système qui a appauvri le Gabon, c'est ce système qui a tué notre pays. Lorsque vous revisitez l'histoire de notre pays, en 1981, quelqu'un s'est levé pour dire « je ne suis plus d'accord avec ce qui se passe parce que le pays va mal ». Il s'appelait, paix à son âme, Oyonaba. Ce n'est pas parce qu'il était fou qu'il l'a dit, c'est parce que ça n'allait pas dans notre pays. En 1989, un autre se lève pour dire « ça ne va pas et je ne suis plus d'accord ». C'est Pierre Mambundu. En 1990, nous avons la conférence nationale. Pourquoi une conférence nationale avec autant de morts? Parce que ça n'allait plus au Gabon. Et vous allez d'ailleurs constater que nous avons perdu à cet effet un homme politique de l'époque, M. Joseph Rendjambé.
En 1993, une élection présidentielle est volée au président Paul Bessol. Et bien entendu, ce n'est pas parce que ça allait bien. Il y a eu des manifestations, il y a eu des morts qui ont débouché sur 1994, les accords de Paris. Les accords de Paris ne se tiennent pas parce que le pays va bien. Ils se tiennent parce que le pays ne va pas bien. Et nous allons en 1998 où une autre élection présidentielle est volée. Puis, en 2005, une autre qui est volée. Et nous allons aux accords d'Arambo en 2006. Vous étiez déjà journaliste. C'est parce que le pays ne va pas toujours bien. Puis, l'élection présidentielle de 2009, anticipée de 2009, qui vient couronner tout cela avec le cortège ou les différents cortèges de morts. C'est pour dire que depuis longtemps, et moi je situe ça au 12 mars 1968, le pays ne va pas. Dès lors qu'on est passé du multipartisme au monopartisme, le pays a décidé d'aller en s'enfermant dans les errements et la mauvaise gestion. Et donc c'est en observant tout cela que nous disons à l'ARENA que le système Bongo est mauvais pour le Gabon. Il faut qu'il soit enlevé et qu'une nouvelle renaissance de notre pays arrive. Et nous ne disons pas que nous voulons d'un simple remplacement à la tête de l'État. Parce que pour nous, si le système choisit celui qui est à la tête de l'État pour remplacer celui qui est parti, alors nous ne sommes que dans un simple remplacement. Or, le Gabon a besoin, alors là, besoin de changements profonds. Donc, nous, ARENA, contrairement à beaucoup de partis de l'opposition qui veulent d'un simple remplacement, nous voulons d'un changement profond du départ du système Bongo, à la limite de sa destruction. Si on vous comprend bien, le changement même des institutions. Le changement des fondamentaux d'un pays, parce que les fondamentaux de notre pays sont mauvais, monsieur. Il n'y a pas longtemps, j'ai été invité à une émission sur l'égalité de chance dans une des chaînes de collègues à vous. Et il y a un ministre d'ailleurs de l'égalité de chance. Nous rappelions l'ensemble des injustices qui sont légion au Gabon. Nous disons qu'au Gabon, il n'y a pas des principes établis pour le fonctionnement de l'administration, il y a des réseaux établis. Ça veut dire que si je veux la réussite de mon enfant, je n'utiliserai pas les voies définies parce qu'elles n'existent en réalité pas vraiment. J'utiliserai les réseaux. Un pays qui fonctionne par les réseaux plutôt que par les voies normales est un pays qui est en désuétude et en danger. C'est pour ça que nous disons que c'est le système Bongo qui est le mal gabonais, qui est le cancer gabonais, qui est en réalité le totem du mal gabonais. Et c'est ce système qui doit partir pour qu'il y ait une nouvelle renaissance de notre pays. L'ARENA seul peut y arriver, ou bien l'ARENA doit composer avec les autres formations politiques de l'opposition? Il n'y a pas de partis qui peuvent réussir seul un combat. Il n'y en a pas. Et d'ailleurs, je détiens cette affirmation d'Abraham Lincoln, que je respecte beaucoup, ancien président américain. Donc, non, il n'y a pas de parti. D'où l'unité de l'opposition. Mais nous demandons l'unité de l'opposition dans des conditions précises. Nous disons qu'il n'y a pas un parti politique de l'opposition qui peut réussir à renverser le système si tant est que tout le monde est pour le renversement du système, ce qui n'est pas évident déjà. Mais personne ne réussira sans les autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devrions être ensemble. Mais pour être ensemble, et là nous détenons cela de gens qui font du génie civil, hein, c'est la physique appliquée au génie civil, comment construire un ouvrage durable sur un terrain extrêmement accidenté? Ben, il convient d'assainir préalablement le dit terrain. Ça veut donc dire quoi? Que les égos qui animent les présidents des différents partis politiques de l'opposition et même les personnalités politiques de l'opposition, les différents égos qui les animent sont tels que nous développons ensemble des relations d'hypocrisie. En réalité, les relations entre nous ne sont pas sincères. D'où ce que j'ai proposé à la dernière conférence de presse, et votre collègue y était, la nécessité
de créer au sein de l'opposition, et c'est même valable pour le pays, une commission vérité et réconciliation. Si nous ne nous parlons pas à l'intérieur de l'opposition, si nous ne vidons pas nos sacs, si nous ne nous engueulons pas, si chacun ne reproche pas aux autres ce qu'il leur reproche, et de façon quelquefois virulente, nous n'y arriverons pas. Monsieur, et ce n'est pas vous qui me démentirez, la conférence nationale de 1990 a échoué. Moins de 10% des éléments arrêtés ont été appliqués. Les actes de la conférence nationale, souvenez-vous. Les accords de Paris ont échoué. Et l'élection présidentielle de 1993 a été un vol. 1998, un vol. 2005, un vol. 2009, un vol. Il y a là-dedans des acteurs, éminents acteurs, qui étaient dans la majorité, qui ont joué un rôle à cet instant précis, à chacun des instants, et qui, certainement aujourd'hui, se retrouvent dans l'opposition. Comment voulez-vous que ceux qui ont subi ça, à ces moments-là, comment voulez-vous qu'ils les regardent? Ils ne vont pas forcément les regarder avec bon cœur. D'où la nécessité qu'ils s'assoient pour parler, pour se pardonner. Parce qu'on en a besoin. Sinon, on ne sortira pas de là. Et personne ne gagnera le combat de l'opposition contre ce pouvoir-là seul. Personne. D'où la nécessité, et je réitère, la nécessité que nous nous asseyions pour discuter, pour parler, pour échanger, pour nous pardonner. Ce n'est pas mauvais de discuter. Ce qui est mauvais, c'est de persévérer dans la bêtise, bien sûr, et dans l'ego. On peut s'engueuler, s'enfermer une semaine, 2 semaines, 1 mois, se rentrer dedans s'il faut, et sortir de là, main dans la main. On a vu des exemples au Rwanda, aujourd'hui, la réconciliation entre les anciens bourreaux et les anciennes victimes. Aujourd'hui, ils arrivent à partager ensemble un repas. Mais ils ont dû discuter d'abord pour réussir. Et ce n'est pas facile à se pardonner. Parce que, monsieur, je vous le dis, et là, Moulomba a été étudiant dans les rues, que ce soit en 90, 94, etc., ou avant. Mais comment voulez-vous qu'ils regardent ceux qui ont fait échouer l'entreprise du peuple en 1990? Parce que nous tenions là une opportunité pour dire, le Gabon, une bonne fois pour toutes, va rentrer dans le concert des nations. Il y a des gens qui ont tout fait au nom de leurs intérêts pour défendre, pour nous empêcher de réussir. Aujourd'hui, Dieu merci, faisant les choses, ils sont dans l'opposition. Mais vous pensez que ces sentiments vont disparaître comme ça? Non. Et on a besoin de s'asseoir, de s'expliquer, de discuter. Et même le peuple a besoin qu'on lui dise la vérité. Le peuple a besoin d'entendre des gens lui dire « Hier, je t'ai fait du mal, pardonne-moi ». Je vais vous prendre un exemple. Le Japon, il y a eu une révolution japonaise où des familles entières ont pillé l'empire japonais. Mais il a fallu que ceux qui ont pillé l'empire demandent officiellement pardon au peuple japonais, qui a pardonné, mais avec un ensemble de conditions. Par exemple, vous verrez que certains noms ne figurent pas dans le schéma politique au Japon aujourd'hui. Ils ont interdiction. Parce qu'on leur a dit, vous avez péché, on vous pardonne, mais pendant tant d'années, vous ne faites plus de politique, ni vous, ni vos descendants. Je ne voudrais pas en arriver là, mais ce que j'ai envie de dire, c'est la nécessité pour se faire pardonner auprès du peuple qu'on prétend défendre. Si on a commis des impairs auprès de lui, si on l'a spolié, si on lui a fait du mal, on doit être capable de se lever et de dire « Pardonne-moi. Désormais, aujourd'hui, je me bats pour toi. » Et on lira en cela la sincérité de chacun. Monsieur le Président, nous y sommes et certainement, là on va aborder la deuxième partie de cette émission. Il s'agira simplement de l'idéologie au sein de votre formation politique et on va mettre beaucoup plus d'accent sur votre credo qui se définit en trois ères. 3 ères, notamment la relève, la rupture, la renaissance. Déjà, vous dites au départ que le Gabon est en danger.
Vous venez d'énumérer un certain nombre de choses. Mais vous précisez tout de même que le Gabon a besoin des fils pour le sauver. Vous venez d'apporter un élément de réponse en parlant de la commission réconciliation, vérité et réconciliation. Mais vous dites... est aussi valable pour le pays tout entier. Pour le pays tout entier, bien entendu. Et vous, entre majorité et opposition. Entre majorité et opposition. Et vous évoquez une nouvelle race d'hommes et de femmes qui pourraient effectivement assurer cette relève. Comment est-ce possible? Mais c'est possible simplement parce que, et je voudrais mettre à côté du credo des 3 R notre devise. Ça, on va y arriver. Ah d'accord. Amour, vérité, justice. On va y arriver. Très bien. C'est possible d'y arriver parce que de partout dans le monde, chaque fois que Dieu a agi, il n'a pas toujours mis tout le monde dans le noir. Et même quand tout le monde était dans le noir, il y a toujours une lumière, une étincelle. Donc, il est toujours possible de trouver dans un pays des gens qui ne voient pas forcément comme tout le monde, des gens qui ne sont pas d'accord avec ce que le commun fait, des gens qui ne sont pas forcément d'accord avec ce que la majorité fait. Et peut-être que ces gens-là sont un peu plus en avance sur d'autres, et il y en a eu à travers toutes les générations du monde. Si vous regardez d'ailleurs les années de lumière de la science. Donc, il est possible de trouver dans notre pays, et il y en a, puisque vous-même, vous discutez avec beaucoup de gens de toutes les générations, vous voyez bien qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ce qui se fait aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont détachés et qui sont capables de dire ce qui se fait aujourd'hui est mauvais. Mais dans ce cas, ce sont eux qui constituent l'espoir. Parce que dès lors qu'ils voient que ce qui est fait est mauvais, ils peuvent proposer une alternative. C'est sur eux qu'on peut compter pour dire, si c'est mauvais, créons une rupture avec ce qui se fait aujourd'hui. Donc, c'est eux qui sont la relève, qui doit créer la rupture nécessaire. Et une fois la rupture est créée, et d'ailleurs, pour ce qui est de notre pays, si les hommes politiques, et en particulier le président de la République, avaient voulu le faire, il l'aurait fait. Une perche a été tendue par le chef de l'État décédé à travers un discours mémorable en 2008, souvenez-vous. Dieu ne nous a pas donné le droit de faire de ce pays ce que nous sommes en train de faire. Je m'arrête là pour dire que c'est quand même l'architecte du système Bongo lui-même qui le dit, qui s'aperçoit au soir de sa vie que tout ce qu'il a fait depuis est mauvais. Que les piliers n'étaient pas aussi mais solides. Que c'est mauvais. Non seulement ce n'était pas solide, mais qu'ils sont mauvais. Dieu qu'il invoque est quand même la référence du bien. Il dit, Dieu ne nous a pas donné le droit de faire ça, il dit qu'on a dévié. Donc, normalement, si le président de la République actuelle voulait bien faire les choses, il serait parti, il aurait pris pour base ce discours pour dire ce qui a été fait jusqu'ici est mauvais, reconnaissons-le, nous tous. Faisons ensemble le bilan. Reconnaissons que ce qui est mauvais est mauvais. Et ce n'est qu'en partant de là qu'on pourrait projeter une nouvelle architecture de notre pays. Mais monsieur, si on ne reconnaît pas qu'on a mal fait, si on refuse même d'accepter que l'architecte du système a bien parlé, on refuse ça. Ça veut dire que ce qui a toujours été fait est bon. Qui refuse, à votre avis, Monsieur le Président? Mais celui qui succède, le président de la République actuelle, notamment qui a pris les rênes du pays, qui succède au sortant. Parce que c'est lui qui doit lancer le mouvement. Pour dire, celui qui m'a précédé a dit que nous étions assis sur des mauvaises bases, allons-y sur des nouvelles bases. Et ces nouvelles bases, il faut donner une architecture pour projeter le pays vers des lendemains meilleurs. Et si on s'arrête un tout petit peu sur le plan économique, les nouvelles bases semblent avoir été données depuis 2009. Par exemple? L'émergence. C'est quoi ça? Le contenu, c'est quoi? Vous y comprenez quoi? Moi, je n'y comprends que dalle. L'émergence, je vois des gens qui tâtonnent, je vois des gens qui avancent, puis qui reculent, puis qui réavancent, puis qui reculent. Ça ressemble un tout petit peu à de l'improvisation. Il y a des exemples. Hein. Prenez... J'ai vu le ministre de l'Éducation nationale qui a démissionné il y a quelques jours. Une décision est prise, puis on recule, puis on réavance, on recule. On tâtonne. Non, il ne s'agit pas de ça.
Il s'agit de poser les jalons avec l'ensemble des fils du pays et avoir la volonté réelle de poser. Vous allez me dire, parmi les exemples que vous voulez citer, peut-être la PIP, sauf si vous voulez en venir, mais bon, mais on en parlera peut-être. C'était pas ça le plus important. Ben voilà, mais on en viendra peut-être, mais ce que je veux dire, c'est que pour l'instant, je ne connais pas le contenu réel en matière d'application de ce que vous dites comme élément de l'émergence. Voilà. Bah, on va insister sur un tout autre aspect. Il s'agit bien entendu de l'aspect sociopolitique. Le débat politique au Gabon qui prend une tournure qui n'est pas celle d'une réelle démocratie, qui n'est même pas celle d'un pays qui tend vers la démocratie. Monsieur le Président, je m'en vais quand même vous poser la question. On se rend bien compte aujourd'hui que les hommes politiques, notamment de l'opposition, lorsqu'ils osent se lever pour dénoncer, ils sont tout de suite repris par ceux du système qui dirigent. Quelle observation faites-vous, du moins, quelle réaction avez-vous par rapport à cette attitude? Ça vole très bas le débat finalement, le débat politique au Gabon. Là, il y a deux composantes. Il y a d'abord la réaction en elle-même, qui est une chose normale. Écoutez, l'opposition a des arguments pour détruire l'action du pouvoir. C'est normal que le pouvoir use des arguments pour venir contrer ce que l'opposition présente comme non argumentaire. Donc, ça, c'est une chose. Par contre, ce que je partage avec vous et qui reste un problème, c'est le fait que le débat vole bas. C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas des meilleurs mots, un meilleur langage, une meilleure attitude des hommes politiques pour initier ces débats qui sont des débats normaux d'une société qui se respecte? C'est important. Et important d'une société qui se respecte. Donc, le problème, c'est au niveau du débat qu'il faut élever. Moi, je vais réagir sur ce point à deux niveaux. Le premier niveau, c'est que il est regrettable et les gens ne mesurent pas les dangers de ce type de débat qui vont vers, à la limite, vers l'injure, vers la confrontation et qui, in fine, débouchera forcément vers l'inimitié. Et évidemment, quand on est dans ce couloir, il peut arriver que l'élimination physique, s'il vous plaît, de l'adversaire soit une chose normale. Vous le constatez puisque vous avez dit que les Gabonais ne se parlent pas. Je veux dire, oui, j'arrive. Donc, si on est sur ce couloir, on est en danger. On est en danger permanent. Et j'en prends pour exemple l'intervention, entre autres, bien sûr, vous me reprendrez, du président de la République lors de l'interview qu'il a accordée le 17 août à des journalistes. À 40% au moins dans son interview, il parle d'un compatriote. Je crois que les Gabonais ont autre chose à attendre d'un discours un 17 août. Ils ont d'autres problèmes. Il y en a qui n'ont pas à manger. Il y en a qui n'ont pas d'eau, d'électricité. Il y a des enjeux majeurs. Si on concentre le président de la République qui a tous les pouvoirs dans un pays